Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler du vaccin contre le coronavirus. Ce vaccin qui tarde à arriver. Pour cela, nous allons échanger avec Dr Ahamouk Elias, infectiologue à l'hôpital de Tamanrasset. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous de Tamanrasset? Oui, ça va. Pour le moment, ça va. Eh ben, c'est cool. Bon, un peu moins. Alhamdulillah. Donc ça va. Bon, le nombre de contaminés est en train de diminuer, heureusement. Enfin, après vous allez nous dire, nous on entend à droite et à gauche, on aimerait bien avoir ça de source officielle. Donc est-ce que vous pouvez nous dire le nombre exact du nombre de personnes guéries par jour? Sur Tamanrasset ou sur le plan national? Les deux. Même Tamanrasset, ça nous intéresse également, parce que ça fait partie de... À Tamanrasset, on a dépassé les 300 personnes guéries c'est-à-dire guéries contre le virus. Mm-hmm. Sur le plan national, on approche des 50 000 guéris. Très bien, super. Parce que ça change tous les jours, en sachant qu'on parle des guérisons des cas confirmés. Ok, oui. Parce qu'à un moment donné, on avait un pic d'épidémie, on ne faisait pas la PCR chez tout le monde, on traitait les cas simples, c'est-à-dire en ambulatoire, on ne hospitalisait pas. Donc ça, c'est les guérisons des cas confirmés, en sachant qu'on a dû avoir beaucoup plus de cas et évidemment beaucoup plus de guérisons. Très bien. C'est-à-dire confirmés dans le sens où il y a des personnes qui sont en période de rémission et il y a des personnes qui sont confirmées, guéries, confirmées. Voilà. Qui ont eu une PCR positive et qui ont guéri. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, au niveau national, vous m'avez dit, on est au chiffre de 50 000, c'est bien ça? À peu près, oui. Très bien, voilà. C'est-à-dire, ça nous rassure que la pandémie est en train de s'essouffler. Toujours est-il, il y a un relâchement quand même. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est content, tout le monde essaie de rattraper un petit peu le temps perdu, on sort. Et il y a un relâchement au niveau de la distanciation sociale, au niveau des gestes barrières. Est-ce que ce type de comportement ne pourrait pas nous porter préjudice? Vous savez que pour résumer un peu, pour faire en parenthèse une punchline. Oui, tout à fait. Allez-y. Et c'est le citoyen qui peut décider la fin de l'épidémie. Très bien. Au moins, ça a le mérite d'être dit. Donc, c'est entre nos mains. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une prise de conscience qui a été assez flagrante. Moi, j'étais à Alger, surtout fin juillet, là où on avait 600 cas, pratiquement 700 cas. Les gens avaient peur. Oui. Évidemment, et malheureusement, plus on a de cas, c'est mathématique, plus on a de décès. Tout à fait. Et beaucoup de familles ont été touchées en un temps très record. Donc, on a eu une prise de conscience collective, on a eu un relatif respect des mesures de prévention, de distanciation sociale, de port de bavette. Mais malheureusement, le revers de la médaille, dès qu'on a eu une chute continue pendant 2 mois, ce qui est assez remarquable vu la situation sanitaire internationale, notamment la Tunisie et le Maroc. Tout à fait. Malheureusement, plus il y a une diminution des cas, plus il y a un certain relâchement et il y a un peu de la pandémie. Et je le répète, c'est le moment de faire gaffe, de faire attention si on veut continuer sur cette lancée et se débarrasser de la pandémie, au moins localement. Et je le redis, la balle est dans le camp des citoyens. C'est eux qui vont décider quand est-ce qu'on va terminer avec ce virus. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se relâcher dès qu'on se dit ça y est, c'est bon. Oui. On est sorti d'affaires, et alors que là, il est toujours là. Faut pas. Et on a vu ça en Tunisie où ils ont enregistré 0 cas. Mois de juin, ils ont carrément ouvert les frontières. Tout à fait. En sachant que c'est un pays touristique.
très très important pour leur économie. Exactement. Et ils vivent des situations très difficiles. J'ai fait un webinaire avec des collègues tunisiens et marocains. En ce moment, ils dépassent les 1000 cas par jour, ce qui est énorme pour un pays comme la Tunisie. Le Maroc, il dépasse les 2200 cas par jour. Ouh là là, ah oui, d'accord, carrément. Hein. Donc c'est la même situation géographique, si j'ose dire, climat. Donc, il faudrait apprendre des erreurs des autres. Tout à fait. C'est vrai qu'on a une stratégie différente qui était de lever le confinement très, très, très progressivement. Oui. Moi, je suis membre du comité scientifique de suivi du Covid. On nous a souvent dit pourquoi vous limitez les libertés, c'est très, très lent, etc. Mais c'était ça la stratégie, c'était d'étaler le nombre de cas sur plusieurs semaines pour diminuer la pression sur le système de santé, et je pense que ça a donné ses fruits. Bien sûr, tout à fait. Parce que malheureusement, il y a certains médecins qui ont dit que l'épidémie est terminée, que c'est une question de jours. Oui. Faut pas crier victoire trop vite. Et malheureusement, vous voyez, il y a une deuxième vague partout dans plusieurs pays qui est plus importante que la première. Tout à fait. Nous, on veut pas de ce schéma-là. On veut aplatir la courbe et avoir des cas sur plusieurs mois. On préfère ce schéma-là que d'avoir deux pics avec beaucoup de décès à la fois et beaucoup de pression sanitaire en un temps très court. D'autant plus qu'il y a l'automne, il y a l'hiver qui arrive. Et c'est ça qui nous fait craindre un petit peu. On ne saura pas, est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est un rhume, est-ce que c'est une grippe. Ça fait un petit peu peur. Ben oui, parce que il faut dire que c'est vrai que le nCoV-2, qu'on appelle le responsable de la Covid-19, il a des caractéristiques un peu particulières et on ne cesse d'apprendre avec lui. On cesse d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. On attendait qu'il disparaisse en été alors qu'il a atteint son apogée. Maintenant, tous les virus respiratoires préfèrent le froid parce que le corps il est plus susceptible à recevoir des virus. Tout à fait. Donc, faut pas oublier la grippe saisonnière. Voilà, justement. Qui engendre beaucoup de morts aussi. Malheureusement, on n'en parle pas assez parce qu'on vulgarise un peu la maladie. Et ça donne beaucoup de décès, surtout chez la population vulnérable. Maintenant, ce qui est positif, parce qu'il faut toujours équilibrer un peu, c'est que dans l'hémisphère sud, là où il y a en ce moment, ils sont en plein hiver, il y a eu une diminution importante des cas de grippe saisonnière. Pourquoi? Parce que les mesures de prévention contre le Covid, elles protègent contre la grippe saisonnière. C'est-à-dire se laver les mains, porter... Comme quoi, hein, oui. Donc il y a eu une chute importante des chiffres. C'est ce qui est bien, ça veut dire pour les mêmes mesures, on peut faire la prévention contre les deux virus. Ça, c'est positif. Oui. Maintenant, ça va être difficile pour les médecins pour différencier... c'est-à-dire quand il y a un malade qui fait des signes de grippaux, de différencier, de faire la part entre les deux virus. Ça va être très difficile et ça serait vraiment bien si on pouvait l'éradiquer avant. Voilà, si on se débarrasse de la Covid avant la venue de l'hiver. Oui, ça serait vraiment... Oui, effectivement, ça va nous éviter Vraiment, en fait, ça risque de nous replonger un petit peu dans la psychose. Exact. Parce que même en plein été, n'importe qui commence à tousser, à éternuer, il va penser à ça, même si c'est une allergie ou un coup de froid. Mais avec le nombre de cas de grippe, il y aura une psychose et la psychose, la panique, ça aide jamais dans la prise en charge médicale. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, et comme vous dites, même par rapport à c'est vrai que peut-être que, on va dire entre guillemets, ce qu'elle a apporté cette pandémie de positif, je mets vraiment des guillemets parce que c'est vraiment délicat, c'est le fait de se rendre compte que finalement, des petits gestes aident toute une population finalement à se prémunir. Hormis, voilà, comme vous avez dit, de la grippe, il y a aussi le nombre de cas Alors, il y a les mamans qui se sont rendues compte que leurs enfants tombaient moins malades. Bon, on sort un petit peu du sujet, mais c'est juste pour vous dire que elles ont moins de gastro, par exemple. Le fait juste de se laver les mains, le fait juste d'avoir quelques gestes barrières, comment ça peut protéger notre santé. Exact. Et malheureusement, quand on voit, vous savez, en Asie orientale, au Japon, en Chine, oui. les citoyens ont toujours ce réflexe
quand ils présentent des signes grippaux, enfin des signes respiratoires, ils ont un masque. Oui. De porter la bavette. Tout à fait. Ça existe depuis des années, parce qu'ils pensent aux personnes, à leur entourage, ils pensent à l'économie du pays. Oui, ça c'est excellent, c'est excellent. Cette personne peut contaminer des dizaines, donc vous imaginez l'impact social, l'impact économique. Bien sûr. Et ça, il faudrait l'importer chez nous. C'est exactement ça. On devrait prendre en fait des leçons de ce qui est en train de se passer. Exact, parce que franchement, si on veut être gagnant de cette pandémie, c'est de changer un peu nos réflexes et nos habitudes. C'est ça la vraie victoire. Tout à fait. Sinon, pour lutter contre les virus, c'est toujours une défaite. Il y aura toujours des décès malheureusement, des complications. Mais si la victoire est d'apprendre quelque chose et de changer nos méthodes, il y a eu une prise de conscience mondiale. Oui. C'est comme si le monde a fait une pause. En fait, c'est tout à fait ça. Hein. C'est assez impressionnant. Ces habitudes, et pas que médicales, pas que scientifiques. Oui. On a vu qu'on pouvait manger sans aller dans des fast-foods. On a réévalué l'importance de la famille. Tout à fait. Quand on reste confiné chez soi. Donc, il faudrait qu'on apprenne ces réflexes qui peuvent aider, qui peuvent sauver plusieurs vies, notamment le port de bavette. Quand on a des signes respiratoires, il ne faut pas avoir honte. Oui, tout à fait. Même au début de l'épidémie, les gens ne portaient pas de masque par peur d'être stigmatisés. Ou d'être... Voilà. Et il faudrait apprendre de porter une bavette. Ça ne veut pas dire qu'on a la peste, mais... c'est exactement ça. Au contraire, ça veut dire qu'on fait preuve de plus de civisme que quelqu'un d'autre. Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, on voyait très souvent ça dans les chaînes, enfin, à travers la télé. On voyait très souvent comme ça avec des masques. Bon, ça fait des années de cela. Hein. C'est vrai que ça nous peut... Moi, j'ai eu la chance de visiter la Chine en octobre dernier. En octobre dernier, j'ai vu des personnes porter une bavette. Et le plus normalement du monde, il n'y a personne qui prenne attention. C'est un réflexe citoyen. Tout à fait. Ça, il faudrait l'importer chez nous. Mais ça n'existe pas dans les sociétés... européennes. Voilà, européenne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, au début, quand je voyais ça, je croyais que c'était par rapport à la pollution. Oui, non, ça c'est dans les grandes villes, notamment à Pékin. Quand on voit beaucoup de personnes qui portent le masque, ça c'est parce que c'est l'une des villes les plus polluées au monde. Voilà, tout à fait. J'ai vu dans d'autres villes plus calmes, plus paisibles, des personnes porter un masque pendant quelques jours et l'enlever quand ils sont guéris. Donc voilà, tout à fait. Ça fait partie des renseignements qu'on doit garder, tout à fait. Maintenant, par rapport au vaccin, à ce fameux vaccin, voilà, on en est où? C'est vrai que l'idéal, c'est que la pandémie s'essouffle d'elle-même, mais là, si ça continue, si éventuellement on doit se faire vacciner contre ce virus, je voudrais savoir, l'Algérie, elle en est où par rapport à ça? Très bonne question, parce que le vaccin est une arme à double tranchant. On a remarqué que beaucoup d'Algériens, dès qu'ils ont entendu parler du vaccin, ils ont baissé un peu la... Tout à fait, c'est ça. En sachant que on n'aura pas de vaccin, à mon avis, avant l'année prochaine, en Algérie. D'accord, ok. Parce que il faut savoir que pour produire un vaccin contre un nouveau germe, ça prend en général 5 ans. 5 ans? Oui, en général, pour un nouveau germe, ça prend 5 ans. Maintenant, on était dans une situation d'urgence mondiale. C'est pour préserver... Maintenant, on est arrivé malheureusement à 1 million de décès. Vous imaginez? Ah, ça a dépassé. Hein, la dernière... Quand je me suis mise à jour, c'était à 950 000. Ah oui, d'accord. 1 million de décès. On aurait pu au moins préserver la moitié. Donc, c'était une urgence mondiale. Il y a beaucoup de pays qui ont investi des sommes faramineuses. Oui, tout à fait. Ce qui a un peu accéléré le processus. En sachant qu'on a respecté les quatre étapes. Troisième étape, par exemple, c'est les essais cliniques, c'est les essais sur l'être humain. D'accord. La quatrième étape, c'est après avoir commercialisé le vaccin et avoir commencé le vaccin, c'est de voir les effets secondaires parmi les gens vaccinés. Ça, c'est la quatrième étape. On a commencé en Russie. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, il y a 200 projets de vaccins anti-Covid-19. Il y a 200. À travers le monde? À travers le monde. Ah oui, c'est impressionnant ça. Même en Tunisie, ils ont commencé une étude avec le vaccin contre la rage. Ils sont en train de faire des études. C'est-à-dire il y a plus de 200 projets. Il y a 5 projets majeurs qui sont très très avancés, en phase 3.
Et il y a le vaccin russe, Sputnik. Sputnik 5, oui. Qu'a annoncé le président Poutine, qui est en 4e étape. C'est-à-dire ils ont déjà commencé à vacciner la population. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle la pharmacovigilance. D'accord, le retour. Et c'est le vaccin, normalement, qui va arriver en Algérie. Ah, Mais en sachant que, sans parler du côté scientifique, il y a le côté commercial, avec toute une procédure qui est très très lente de production, parce qu'il faut des usines qui marchent H24 pour produire. Oui, bien sûr. La Russie, c'est un grand pays, avec plusieurs dizaines de millions d'habitants. Il faudrait avant vacciner les nationaux avant d'exporter le vaccin, ce qui est normal. Et après, il faut qu'il soit homologué par l'OMS. Il faut qu'il soit par des experts, parce que vous savez, il y a une course géopolitique. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Il faut modérer ça, tout ça avec un peu de science quand même. Oui, bien sûr, il faut bien. Et après avoir validé, pour l'importer chez nous, il faudrait qu'il soit validé par notre Institut Pasteur, parce que c'est une responsabilité. Bien sûr, tout à fait. Appliquer n'importe quelle molécule sur nos citoyens. Donc, après avoir fait ça, il faudrait, parce qu'on n'aura pas beaucoup de doses au début. Oui, ça sera... Imaginons, on a 1 million, 2 millions de doses, on est plus de 40 millions. Ah oui, ça c'est problématique, et effectivement. Et dans le comité scientifique, il faudrait... on a déjà défini la tranche qui va bénéficier en premier, c'est les gens qui sont dans les premières lignes contre ce virus, notamment les travailleurs de la santé, mais aussi les personnes âgées, les personnes fragiles, telles que les cancéreux, les voilà, personnes des maladies, c'est eux qui ont été le plus cardiaques, respiratoires, etc. Donc vous voyez, c'est toute une procédure. Beaucoup de nos concitoyens pensent qu'il y aura, c'est comme importer oui, le vaccin pour la grippe, des bonbons ou quelque chose, ça va être vite réglé. Oui. Ça va prendre des mois pour vacciner tout le monde. Oula, oui. Priorité, je vous ai dit, c'est les personnels de santé. Tout à fait, donc, bien sûr. Pour conclure, ça, je parle que du vaccin russe. Les autres vaccins, ils n'ont même pas encore été produits. Oui, il y a les États-Unis, il y a le Japon aussi qui s'activent. L'Angleterre et tout. Donc, pour résumer, il ne faut pas compter sur le vaccin pour anéantir la pandémie. L'idéal, c'est vraiment de ne pas être ni contaminé ni vacciné. Voilà. L'idéal en ce moment, c'est de protéger les plus vulnérables et de faire attention jusqu'à ce qu'il y ait une disparition naturelle. Naturelle, tout à fait. Voilà. Je vous donne un exemple. L'Australie est restée 100 jours sans aucun cas. Ah, et comment ça a été quoi les retours? C'était dû à quoi? Il faut dire que l'Australie, c'est un pays un peu isolé. Donc voilà, il n'y a pas eu des... Oui, et puis, il y avait une application stricte des mesures, avec un temps un peu répressif. Oui, en fait, voilà, vraiment, il faut du civisme. Et quand on dit 100 jours sans contamination, ça veut dire 100 jours sans décès. Et ça, c'est le plus important. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà, grosso modo, sur le vaccin, il ne faut pas y compter, mais ça reste, comme je l'ai dit souvent, on est dans une bataille, et dans une bataille, toutes les armes sont les bienvenues. Bien sûr, tout à fait. L'idéal, c'est de continuer de prendre, de faire les gestes barrières, d'utiliser le gel hydroalcoolique, de porter les masques. Exact. Et de ne pas, parce que vous savez, maintenant avec la désinformation sur les réseaux sociaux, sur le web, on sait plus vers qui se tourner. Plus mal, c'est ce qui nous a fait le plus mal. Et je pense que l'Algérie, notre personnel de santé a prouvé sa valeur. Ah bah oui, avec la combativité qu'on leur a acquis, on vous doit tous les guerriers, surtout cette période, vous avez été vraiment des guerriers. Souvent, on parlait mal des médecins algériens, alors que c'est les mêmes médecins qui se retrouvent en Europe. Oui, c'est toujours comme ça, oui, malheureusement. Donc, ils ont prouvé leur courage, ils ont prouvé leur valeur. Le gouvernement, il a pris des décisions assez courageuses, malgré l'impact économique, ce qu'on voit en France, par exemple. On est un peu frileux parce qu'on a peur du côté économique. Tout à fait. Etc. Là, on était un peu plus courageux, on a tout fermé. Ça a donné ses fruits, mais malheureusement, la désinformation, la mésinformation, exactement, ça nous a fait vraiment mal. Tout à fait. Je parle de mon expérience personnelle ici à Tamanrasset. On avait en parenthèse, des Facebookers
qui au début disaient que le coronavirus n'existait pas. Oui, bah, de toute façon, oui, ça c'est... Et on dit que l'hydroxychloroquine tue. Mm-hmm. Donc on avait des patients qui refusaient d'être hospitalisés. Ah oui, et ils ont contaminé leur famille et ça fait un effet boule de neige. Des décès qui sont morts chez eux. Et tout ça à cause de la désinformation. C'est exactement ça. Et j'aurais aimé que notre gouvernement soit plus répressif. Par rapport, oui, tout à fait. Parce que ça engendre des dizaines et des dizaines de décès. Mais bien sûr, c'est vraiment effet boule de neige. Hein. C'est un qui est contaminé. Il y a tout à fait remarqué qu'on a eu 500, 600 cas confirmés par jour. Ces gens qui disaient que le virus n'existait pas, oui. Ils se sont tués. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et ils ont fait beaucoup de ravages malheureusement. Donc vraiment, c'est pas le moment de baisser la garde. C'est pas le moment de dire n'importe quoi. Et c'est pas le moment d'attaquer. Oui, tout à fait, tout à fait. L'activité que je vois contre la police, contre les médecins, contre le gouvernement. Oui, bon, c'est gratuit. Alors que bon, là, il faut. C'est pas le moment. On est en crise. Il faut se serrer les coudes. C'est le plus important. Après, on va régler notre compte entre. C'est exactement ça. C'est pas le moment de. Tout à fait. Pour l'instant, que chacun s'occupe de sa santé, de son entourage, de sa famille, de respecter les gestes barrières. Après les conflits, il y en aura toujours. On fait une pause et après les conflits, on les réglera. On aura tout le temps pour les régler. Exact. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Vraiment, ça nous a beaucoup, ça m'a beaucoup éclairé par rapport au vaccin et encore une fois, merci pour votre courage et comme on dit, que Dieu vous prête longue vie, parce que vraiment ça a été un combat et nous, pendant qu'on était à la maison en train de se protéger comme on peut, vous étiez en pleine, vous étiez à la guerre. Donc, c'était comme ça au nom de toute la radio, toute l'équipe de Radio M. C'est très gentil et bonne continuation. Allah yisselmek. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur Google Podcast, Apple Podcast, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.